Bonjour et bienvenue dans notre exploration approfondie. On se demande souvent pourquoi on fait ce qu'on fait. Qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle ou telle manière? La psychologie, elle essaye d'y répondre, mais c'est un vrai défi de dépasser la simple description pour toucher aux causes profondes. Absolument. Et c'est un défi que Kurt Lewin a relevé de manière assez radicale dans les années 30. Il disait que la psychologie de son époque, elle ressemblait un peu à la physique avant Galilée, vous voyez. On classait beaucoup les choses, un peu comme Aristote, mais on ne comprenait pas vraiment les lois dynamiques derrière les événements. Ah oui, intéressante cette comparaison. Et donc aujourd'hui, on se penche sur son œuvre majeure de 1936, Principe de la psychologie topologique. Le titre est un peu intimidant, je dois dire. Un peu, oui, mais l'idée derrière est fascinante. Lewin, il voulait proposer un cadre pour unifier la psychologie, pour la rendre plus scientifique, dans le sens d'une science qui cherche les lois, les dynamiques, quoi. Il nous a laissé des extraits de ce livre, et c'est là-dedans qu'on va puiser aujourd'hui. D'accord. Alors, notre mission, si je comprends bien, c'est de dénicher les idées clés de ce texte qui peuvent paraître complexes, c'est vrai, au premier abord, mais qui pourraient bien éclairer notre façon de voir le comportement humain. On va parler de son fameux concept d'espace vital, c'est ça, hein? C'est ça, le Lebensraum. L'idée centrale, c'est de comprendre comment l'individu interagit avec son environnement perçu à un instant T. Pas l'environnement objectif, mais celui qui compte pour lui. On va essayer de voir comment cette approche nous aide à analyser les comportements de manière plus fine, plus contextuelle. Alors, allons-y. Commençons par ce changement de perspective que Lewin appelait de ses voeux, passer d'Aristote à Galilée en psychologie. Ça veut dire quoi concrètement? Ne plus juste dire «Oh, cette personne est introvertie», mais comprendre pourquoi elle agit timidement dans cette situation précise. Exactement. Dépasser les étiquettes et chercher les forces en jeu. Lewin, il voyait bien les limites des approches de son temps. D'un côté, la psychanalyse, riche en intuition, mais parfois critiquée pour son manque de rigueur méthodologique, enfin, par certains scientifiques. De l'autre, une accumulation de données expérimentales, de stats, mais sans grand cadre théorique pour les relier. Un peu comme collectionner des briques sans avoir de plan pour construire la maison. C'est une bonne image, oui. Lewin voulait le plan. Il rêvait d'un langage, de concepts qui fonctionnent partout pour l'enfant, l'adulte, l'animal, dans le normal comme dans le pathologique, et qui s'applique autant aux émotions qu'aux pensées, aux actions ou à la perception de l'environnement. Vraiment un système unifié, riche et souple. Ambitieux. Et il pensait que c'était possible même pour des choses aussi difficiles à cerner que la volonté ou les besoins. Oui, il était convaincu qu'on pouvait étudier ça expérimentalement, contrairement à un certain scepticisme ambiant. Et c'est cette conviction qui l'a mené à son concept phare, l'espace vital. Il l'a résumé dans une formule devenue célèbre, B égale F de P, E. B égale F de P, E. Comportement égale fonction de la personne et de l'environnement. Ça a l'air simple dit comme ça, mais j'imagine que le diable est dans les détails, surtout pour ce E, l'environnement. Tout à fait. Ce E, attention, ce n'est pas l'environnement physique ou social objectif, celui que tout le monde voit. C'est l'environnement psychologique, c'est-à-dire la totalité des faits qui existent pour l'individu à un moment donné et qui vont déterminer son comportement. Ça inclut la personne elle-même, ses besoins, ses buts, ses peurs, ses capacités perçues, et son environnement tel qu'il le perçoit, E. Attendez, ça veut dire que si je crois qu'il y a un monstre sous mon lit, même s'il n'y en a pas objectivement, ce monstre fait partie de mon espace vital à ce moment-là parce qu'il influence ma peur et mon comportement. Précisément. Lewin disait « ce qui est réel et ce qui a des effets ». Si cette croyance, même si elle est irrationnelle, a un effet sur vous, vous empêche de dormir, vous fait appeler quelqu'un, alors elle est un fait psychologique réel dans votre espace vital à cet instant. D'accord, je vois. C'est la réalité subjective qui compte. Et Lewin a essayé de catégoriser ces faits subjectifs. Oui, il parle de quasi-faits pour bien marquer leur nature psychologique, leur côté vécu. Il y a les quasi-physiques, le monde matériel tel qu'on le perçoit, la pièce où l'on se trouve, la chaise sur laquelle on est assis, mais aussi, comme il le note, les murs derrière nous, même si on ne les voit pas, ils structurent notre espace perçu, ils existent pour nous. Et ensuite? Il y a d'autres types. Oui, les quasi-sociaux.
Là, on touche aux relations, aux groupes, aux règles sociales telles qu'on les perçoit. L'autorité d'un professeur, l'ambiance dans une équipe de travail, le sentiment d'appartenance à une communauté, ou même l'influence d'une personne absente mais à laquelle on pense fort. Si ça influence notre comportement, c'est un fait quasi social dans notre espace vital. Donc, même le souvenir de ce que mon patron a dit hier, ça compte comme quasi social si ça influence mon humeur et ma façon d'interagir aujourd'hui. Exactement. Si ça a un effet sur vous maintenant, ça fait partie de votre environnement psychologique actuel. Et enfin, il y a les quasi-conceptuels. Ça concerne la structure perçue des problèmes intellectuels. Ah, comme quand on est bloqué sur un sudoku. Les chiffres qu'on voit, les règles qu'on applique, les stratégies qu'on essaye d'imaginer, tout ça, c'est l'environnement quasi conceptuel du problème. C'est une parfaite illustration. C'est le paysage mental du problème en quelque sorte, dans lequel on essaye de se déplacer, de trouver un chemin vers la solution. Fascinant. Mais alors, comment tout ça s'articule avec notre vie plus générale? Nos soucis de long terme, notre travail, notre famille, est-ce que ça influence l'espace vital du moment? Très bonne question. Lewin distingue justement la situation de vie globale, le mariage, l'emploi, la santé, de la situation momentanée. La situation de vie, elle constitue l'arrière-plan, elle façonne l'état interne de la personne, ses tensions, sa fatigue, ses préoccupations, et cet état interne actuel influence comment elle perçoit et réagit à la situation immédiate. Ah oui, comme l'exemple de l'ouvrière qu'il donne dans le texte, hein. Son mari au chômage, son enfant malade. Même si elle est concentrée sur sa machine à l'usine, ça teinte sa perception et sa réaction si quelque chose se passe. Voilà. Ça influence son seuil de patience, sa manière d'interpréter une remarque d'un collègue, etc. Sa situation de vie globale a modifié son état P dans l'équation B égale F de PE, et cet état P actuel interagit avec l'environnement E immédiat. Bien sûr, l'impact de la situation de vie varie. C'est plus important pour une décision de carrière que pour choisir entre café ou tel matin, évidemment. D'accord. B égale F de PE, l'environnement E est subjectif, et la personne P elle-même, elle est comment dans ce modèle? Juste un réceptacle de besoins et de perception? Non, pas du tout un simple poids. C'est crucial ça. Pour le Win, la personne P est elle-même une région différenciée à l'intérieur de l'espace vital. Elle a sa propre structure interne, avec ses sous-régions, les besoins, les compétences, les valeurs, les systèmes de tension. Une sorte de paysage intérieur, si on veut. On peut le voir comme ça, oui. Et le Win propose une distinction intéressante à l'intérieur de P. Imaginez un peu comme un oignon. Il y a un noyau central, C, profond, où se trouvent les besoins et valeurs fondamentales, les aspects plus intimes. Et des couches périphériques, P, plus superficielles, plus en contact avec l'extérieur. Ah, l'image de l'oignon, j'aime bien. Ça expliquerait pourquoi on partage plus facilement des choses superficielles, périphériques, que nos secrets ou nos peurs profondes qui sont plus centrales. Exactement. Et il y a une autre région clé, la zone frontière, qu'il appelle la région motrice perceptuelle, M. C'est un peu la peau de l'oignon, si on veut. C'est la partie de la personne qui est en contact direct avec l'environnement E. C'est par elle que passent les perceptions, de E vers P, et les actions, de P vers E. Elle est l'intermédiaire obligé, en quelque sorte. D'accord, donc on a cet espace vital qui inclut une personne structurée, P, avec son intérieur, et un environnement perçu, E. Mais comment on peut représenter tout ça? Ça a l'air incroyablement complexe et subjectif. Comment Lewin a-t-il pu imaginer en faire une carte? C'est là que ça devient vraiment original. Lewin trouvait les descriptions littéraires, bon, riches, mais trop peu rigoureuses pour la science. Et les statistiques trop générales, effaçant le cas individuel. Il voulait une représentation qui capture la structure unique de l'espace vital d'une personne à un moment donné. Et il s'est tourné vers une branche des maths, la topologie. La topologie, où là, ça sonne encore plus compliqué. En fait, l'idée de base est assez intuitive. La topologie, ça s'intéresse aux relations spatiales, inclusion, connexion, frontières, sans se soucier des distances exactes ou des angles. Pensez à une carte de métro. Ce qui compte, c'est quelles stations sont connectées, sur quelle ligne, où il faut changer. Pas de savoir si une station est à 1 km ou 1,5 km de la suivante. C'est les relations qui importent. D'accord, la carte de métro, ça me parle, très clair. Donc, Luen utilise ça pour l'espace vital. Oui, il utilise des concepts topologiques pour cartographier l'espace psychologique.
Les stations de métro, ce seraient les régions de l'espace vital, des zones définies par une qualité psychologique. Le travail, la maison, une activité agréable, une tâche ennuyeuse, un groupe d'amis. Et les lignes de métro alors? Les connexions? Ce seraient les chemins possibles entre ces régions. Et les correspondances ou les murs entre les quais, ce seraient les frontières. Une frontière peut être facile à franchir, on dit perméable, ou difficile, voire impossible. Là, c'est une barrière. Elle peut être nette ou floue. Pensez à la frontière entre le travail et la vie privée. Pour certains, elle est très nette, pour d'autres, elle est plus poreuse, plus floue. Et le fait de prendre le métro d'une station à l'autre, de se déplacer? C'est ce que Lewin appelle la locomotion. C'est un concept vraiment clé. Il ne s'agit pas seulement du déplacement physique, marcher d'un point A à un point B. C'est tout mouvement psychologique d'une région à une autre. Obtenir une promotion, par exemple. Ah oui, passer de la région employé à manager. Voilà. Ou résoudre une partie d'un problème, passer d'une étape mentale à la suivante. Se joindre à une conversation, passer de observateur à participant. Tout ça, ce sont des locomotions psychologiques. Je vois. C'est une façon de voir le changement et l'action comme un déplacement dans un paysage, mental et social. Et tout ça définit ce qu'on peut faire ou pas finalement. Exactement. L'ensemble des régions accessibles à un moment donné, celles où on peut aller, parce que c'est permis et qu'on pense en avoir la capacité, forment ce que Lewin nomme l'espace de mouvement libre. C'est notre terrain de jeu psychologique du moment. Ah d'accord. Donc si les règles changent, ou si une barrière apparaît, notre terrain de jeu rétrécit. Comme l'exemple qu'il donne de l'enfant dans la baignoire à qui on dit « hop, cette moitié et un mois ». Une simple ligne imaginaire redéfinit son espace de mouvement. Précisément. Ou pensez à un prisonnier cocomé. Son espace de mouvement libre physique est minuscule, évidemment. Mais son espace de mouvement mental, imaginer, se souvenir, planifier pour l'avenir, peut être potentiellement très vaste. Par contre, certaines locomotions sociales, voire ses proches, sont aussi très restreintes. La nature de la locomotion physique, sociale, mentale change tout. C'est puissant comme idée quand même. La structure de notre monde subjectif définit nos possibilités d'action. Mais qu'est-ce qui nous fait bouger sur cette carte? Qu'est-ce qui nous pousse à prendre une ligne de métro plutôt qu'une autre? C'est la dynamique, j'imagine. Les forces. On y vient. Et là, Lewin introduit un principe qui peut surprendre au début, le principe de contemporanéité. Mais ça voudrait dire que mon passé, mon éducation, mes expériences, tout ça, ça n'influence pas directement ce que je fais maintenant. Ça me paraît un peu fou. C'est contre-intuitif, c'est vrai. Mais attention à la nuance. Lewin ne dit pas que le passé n'a aucune importance, pas du tout. Il dit que le passé n'agit pas directement sur le comportement actuel. Le passé a agi en façonnant la personne que vous êtes maintenant, votre structure P, et la façon dont vous percevez l'environnement maintenant, votre E. C'est cet état présent de l'espace vital, P et E actuel, qui détermine le comportement actuel. D'accord, le passé a laissé ses traces dans mon état présent, et c'est cet état présent qui est la cause immédiate. Je vois. Et le futur alors? Mes projets, mes buts? Pareil. Le futur n'agit pas en tant que futur. Il agit maintenant sous forme de buts, d'attentes, d'espoir ou de craintes qui sont présents actuellement dans votre espace vital. Lewin prend l'exemple de Julien Sorel qui décide de prendre la main de Madame de Rênal à 10h du soir. L'action est future, mais l'intention, le désir, la tension liée à ce but existent maintenant dans son espace vital et guident son comportement maintenant. D'ailleurs, plus l'échéance approche, plus la tension actuelle augmente. Je comprends mieux. C'est le paysage psychologique actuel qui inclut mes buts présents et les traces de mon passé qui est le moteur. Et qu'est-ce qui crée le mouvement dans ce paysage? Qu'est-ce qui pousse? Ce sont les forces psychologiques. Lewin imagine que nos besoins, nos désirs, créent des tensions à l'intérieur de la personne, P. Ces tensions génèrent des forces qui nous poussent vers certaines régions de l'espace vital, celles qui correspondent à nos buts, qui ont une valence positive, comme il dit, ou nous repoussent loin d'autres régions, celles qui sont perçues comme menaçantes ou désagréables, avec une valence négative. D'accord. Donc la carte topologique montre où on peut aller, les chemins possibles, et les forces dynamiques expliquent pourquoi on choisit un chemin plutôt qu'un autre. C'est exactement ça. La structure, la topologie, définit les possibilités. Et la dynamique, les forces, les tensions, déterminent le mouvement réel. Et un changement majeur dans la vie, c'est souvent un changement radical de cette structure des possibilités. Comme l'exemple du licenciement qu'il utilise dans ses écrits. Oui, tout à fait. Du jour au lendemain,
paf, des régions entières de l'espace vital deviennent inaccessibles, aller au bureau, donner des ordres, faire des achats pour l'entreprise, tandis que d'autres s'ouvrent, chercher un nouvel emploi, lire le journal le matin, critiquer l'ancienne boîte. L'espace de mouvement libre est totalement reconfiguré, et donc le comportement potentiel change drastiquement. Tout cela est très logique finalement, mais revenons un instant à la personne P. On a parlé de sa structure interne, centrale périphérique, moteur perceptuel. Est-ce que cette structure est fixe, immuable? Non. Et c'est un autre point clé de la dynamique lewinienne, très important. La structure de la personne peut changer. D'abord, elle se différencie avec l'âge et le développement. L'espace vital d'un adulte, sa structure P et sa perception de E est généralement plus complexe, avec plus de régions distinctes que celui d'un enfant. L'enfant a un monde intérieur et une perception de l'extérieur moins découpée. Et entre adultes, il y a des différences aussi, j'imagine. On n'est pas tous structurés pareil à l'intérieur, hein. Oui, bien sûr. Non seulement dans le degré de différenciation, combien de régions internes distinctes on a développées, mais aussi dans la rigidité ou la fluidité des frontières entre ces régions internes. Certaines personnes ont des frontières très rigides entre, disons, leur vie pro et leur vie perso. D'autres sont beaucoup plus fluides, tout communique. Lewin cite des études de son époque suggérant que cela pourrait varier par exemple chez des enfants avec différentes caractéristiques psychologiques ou cognitives. La personne dite normale serait quelque part entre trop de rigidité et trop de fluidité. Et que se passe-t-il si la pression monte vraiment fort? Si on est sous un stress intense, ça change quelque chose à cette structure? Ah oui, là, la structure peut être mise à mal. Si la tension devient extrême, les frontières internes, surtout les plus récentes ou les moins consolidées, peuvent céder. Lewin parle de dédifférenciation ou de régression. La personne perd temporellement sa structure complexe et peut adopter des comportements plus primitifs, moins nuancés, comme si les différentes parties de l'oignon se mélangeaient un peu. C'est une vision très dynamique de la personnalité, en fait, qui peut se complexifier avec le temps, mais aussi régresser temporairement sous l'effet de la pression. Tout à fait. La personnalité n'est pas vue comme un bloc immuable, figé. C'est une structure dynamique, en interaction constante avec l'environnement perçu et susceptible de changement, d'ajustement ou de régression temporaire. Bon, si on essaie de synthétiser tout ça, l'idée maîtresse de Lewin, c'est que pour comprendre pourquoi quelqu'un agit comme il le fait, à un moment donné, il faut vraiment regarder son monde subjectif à cet instant précis. C'est le cœur du message, oui. Il faut analyser son espace vital actuel. La personne telle qu'elle est maintenant, avec ses besoins, ses tensions, sa structure interne telle qu'elle est maintenant, et l'environnement tel qu'elle le perçoit maintenant, avec ses régions, ses frontières, ses chemins possibles. Et la topologie, c'est l'outil conceptuel pour essayer de voir cette carte subjective, pour comprendre les possibilités et les contraintes qui pèsent sur l'action. L'accent est mis sur le présent, même s'il est façonné par le passé et orienté vers le futur, et sur les possibilités offertes par la situation actuelle. C'est vraiment une rupture avec l'idée de chercher une cause unique dans le passé lointain ou un trait de caractère fixe. Non. Absolument. C'est une approche incroyablement dynamique et contextuelle. Elle nous oblige à considérer la complexité de la situation vécue par l'individu. Ce n'est pas forcément facile à appliquer en pratique. Comment mesurer précisément un espace vital? C'est le grand défi, mais comme cadre de pensée, c'est extrêmement puissant. Ça invite à la nuance et, finalement, peut-être à plus d'empathie. C'est vrai que ça pousse à essayer de se mettre à la place de l'autre, à voir le monde à travers ses yeux à cet instant précis. Alors, pour conclure, une petite expérience de pensée pour prolonger notre exploration. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? On pourrait peut-être essayer chacun de notre côté de faire une petite esquisse de notre propre espace vital par rapport à quelque chose qui nous préoccupe ou nous motive en ce moment. Un projet, une relation, une difficulté. Ah, tenter l'exercice. Quelles seraient les régions clés de cet espace? Mon but, mes doutes, les personnes impliquées. Quelles sont les frontières? Des obstacles externes, des limites que je me mets moi-même, des permissions, des interdictions. Quels chemins sont ouverts, lesquels sont bloqués pour moi maintenant? Est-ce que je peux identifier des forces qui me poussent dans une direction ou une autre? Une sorte de cartographie personnelle, oui, pour mieux comprendre ce qui se joue en nous et autour de nous. Ça peut être un éclairage assez étonnant sur nos propres dynamiques, sur ce qui nous freine ou nous motive vraiment. Une manière d'appliquer le win à soi-même. Voilà qui donne matière à réflexion et conclut notre plongée dans les idées vraiment fascinantes de Kurt Lewin et sa psychologie topologique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.